Ouais, mes beaux yeux bleus. Bon. On est préparé. Discours, hein. Ça va. Ça va aller, oui, je me suis répété depuis 3 jours. Pas de souffle de milieu. Bon. Alors, donc, je sais pas, on peut commencer, c'est bon? Oui, on peut y aller. D'accord. C'est Jérémy qui donne le là. Vraiment. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des abeilles et du miel. On va commencer par voir ce que l'on trouve dans une ruche, les habitants de la ruche. Bon, vous les connaissez, je suppose. Donc, il y a les abeilles, évidemment, que l'on qualifie d'ouvrières. Effectivement, elles passent leur vie à bosser jour et nuit. Hein, voilà. Et donc, les ouvrières, elles sont entre 30 et 60 000 par ruche, ce qui est quand même quelque chose de conséquent. Il y a aussi des mâles. Les mâles sont 1000 à 2000 par ruche. Beaucoup moins. C'est normal parce que leur seule et unique fonction, ce sera de féconder les reines vierges. À partir de là, ils ne font que ça. Et dans la ruche, par exemple, ils ne peuvent même pas se nourrir. Il faut qu'ils soient nourris par les abeilles. Et ils ont des parcours désordonnés sur les rayons. Ils ont l'air de bien s'embêter à l'intérieur. Donc voilà, on en reparlera après. Et donc 30 à 60 000 abeilles, 1000 à 2000 mâles et une seule reine. La reine, c'est la mère de tout le monde. Son unique rôle, c'est de pondre des œufs. Voilà. Toute sa vie. Elle aussi ne peut pas se nourrir seule. Il faut qu'on la nourrisse. Et c'est pour ça que on peut acheter des reines par correspondance. Je ne l'ai jamais fait, mais je sais que ça se fait. Et dans un tube, il y a une reine et quelques abeilles qui sont là pour la nourrir, hein, pendant le transport. Sinon, elle meurt. Voilà. Alors, la reine, comme je disais, son unique but, c'est de pondre des œufs. Alors, disons que quand une ruche est orpheline, se pose évidemment un grave problème, puisqu'il n'y a plus d'œufs qui sont pondus. Et de ce fait, les abeilles, elles fabriquent ce qu'on appelle des cellules royales. C'est-à-dire qu'elles vont élever une dizaine de cellules réparties un peu partout dans la ruche. Et chaque cellule va être nourrie abondamment de gelée royale pour transformer un œuf normal qui aurait pu donner une abeille normale, et à cause de la gelée royale, va donner une reine. La reine, elle est beaucoup plus grosse qu'une abeille normale, et disons que elle est beaucoup plus grosse qu'une abeille normale. Voilà, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Non, on va rentrer là. Comment une ruche peut-elle devenir orpheline? Alors, 3 manières d'arriver à ça. La plus importante, c'est l'essaimage. Quand il y a trop de monde dans une ruche, eh bien, une bonne partie de la colonie quitte la ruche. C'est un essaim qui représentait une boule comme ça. Hein. Vous avez vu, je suppose, c'est impressionnant. Et la vieille reine, enfin, la reine de la ruche, part avec son essaim. Ce qui fait que ce qui reste dans la maison, c'est devenu orphelin. Il n'y a plus de reine. Bon, ça, c'est déjà un truc de ruche orpheline. Deuxième, manipulation malencontreuse de l'apiculteur. Quand on enlève un cadre, ça bouge, ça peut frotter les parois, et on peut malencontreusement écraser la reine. Ça arrive aussi, ça. Ça t'est arrivé? Oui. Et oui. Et ensuite, une question beaucoup plus grave, c'est l'assassinat de la reine par les abeilles. Quand la reine est trop vieille, une reine peut vivre 4-5 ans. Mais plus elle vit longtemps, et moins elle pondra d'œufs. Il arrive un moment où les abeilles trouvent que c'est pas assez, donc elles l'ont tué. Carrément. Voilà. Alors, je disais que plusieurs cellules, une dizaine, vont donner naissance à de jeunes reines. Alors, ça se fait à partir de ce qu'on appelle des cellules royales.
abondamment fournie de gelée royale. Voilà. Et la première reine qui va pouvoir, disons, grignoter le bouchon de cire qui couvre la cellule, la première qui va sortir, son premier rôle sera d'aller poignarder toutes ses copines, chacune dans leur cellule royale, de manière à ce qu'il n'y ait qu'une seule reine. Ça, c'est impératif. Deux reines dans une ruche vont se castagner jusqu'à ce que l'une tue l'autre. C'est un univers impitoyable. Et là, on s'en rend compte comment qu'il y a eu un assassinat. Ça ne se voit pas. Moi, je n'ai jamais vu personnellement. Oui, alors. Mais on s'en rend compte parce que quand on ouvre la ruche, quand on observe, on ne voit plus d'œufs. Ce sont des œufs d'un ou deux jours. On les voit très très bien. C'est un peu brillant. Au fond de la cellule, on arrive à les voir. Et si on constate dans une ruche qu'il n'y a plus ces petits œufs d'un ou deux jours, c'est que la ruche est orpheline. Alors, la jeune reine qui vient de naître, là, elle va rester quelques jours tranquille dans la ruche, et puis elle va accomplir ce qu'on appelle le rôle nuptial. Alors, c'est là qu'interviennent les mâles. Comme je disais, dans une ruche, 1000 à 2000 mâles. Ces mâles, quand il fait beau, ils sortent tous. Et ils forment une espèce de nuage au-dessus des routes du rocher, à une dizaine de mètres de hauteur. Et ils attendent avec impatience, disons, la sortie d'une reine vierge pour la féconder. Alors, quand la reine sort de la ruche, elle grimpe jusqu'à 100-200 mètres de hauteur, quand même. Hein. Et le mâle le plus vigoureux, le plus sportif, le plus rapide, va aller copuler la reine. Il se met dessus, il y a copulation, et la reine, ensuite, quand c'est fait, elle l'arrache. Et il tombe foudroyé mort. Le pauvre. Entre 100 et 200 mètres. Une vierge. Il le sent. Les abeilles normales ne grimpent pas à 100 ou 200 mètres. Ah, d'accord. Donc, une abeille normale, elle va grimper 10 mètres grand Voilà, maximum. voilà. Elle n'en a pas le 10. Les 10 mètres, c'est quand elle veut aller récolter le nectar sur un acacia, par Voilà, exemple. Voilà, okay. Alors, mais c'est pas fini cette histoire. Parce qu'en réalité, il y a un deuxième mâle qui va venir, remplacer le premier, un troisième, un quatrième. Elle se fait féconder une dizaine de fois. Et alors, à ce moment-là, sa spermathèque est pleine et elle revient à sa ruche. Et disons qu'elle a suffisamment de spermatozoïdes de mâles pour aller pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. En une année, elle en pond environ 250 000, et au cours de sa vie, ça sera 1 million, de 4 ans. Hein. Elle pond 1 million d'œufs. Voilà. Alors, comme je disais, mâle et reine, il faut les nourrir. Ce qui fait qu'en fin de saison, quand les abeilles trouvent que les mâles n'ont plus leur utilité, ils les mettent dehors, ils meurent de faim. Le fait d'être mâle dans une ruche, c'est pas réjouissant. Voilà. Oui. Bon, si vous avez des questions à poser, allez-y, hein, je vous écoute. On apprend plein de choses, alors attends la réponse. Oui, c'est ça, oui. C'est pour ça il faut peut-être des petites séquences de réflexion, de dialogue, pour dire. Vraiment du matriarcat. Ah oui, peut-être que oui. Bon, alors si vous voulez bien, on va parler des abeilles, maintenant des ouvrières. Les ouvrières, elles vivent, malheureuses, pas plus de 4 ou 5 semaines. Sauf celles qui naissent en ce moment et qui passeront tout l'hiver. Donc celles-là vivront 4 à 5 mois. Voilà. Et tout au long de sa vie, l'abeille accomplit des tâches différentes selon son âge. La première tâche qui lui incombe, eh bien, c'est un travail de nettoyage. On les appelle les nettoyeuses. Ces abeilles, ça va de juin à J3, donc les 3 premiers jours. Quand elles sont sorties de la alvéole à la naissance,
eh bien, elles vont nettoyer l'alvéole parce que, comme je disais, elles grignotent le bouchon de cire qui bouche l'alvéole. Il faut nettoyer tout ça. Et c'est très important car la reine ne pètera jamais dans une alvéole qui n'est pas nettoyée. Et c'est pour ça que, parfois, si on regarde le couvain, on appelle couvain l'ensemble des œufs sur le rayon. Et on voit des cellules vides dans le couvain. Et c'est dû au fait que ces cellules n'ont pas été bien nettoyées. Ensuite, le rôle suivant, eh bien, ce sont les nourrices. Les nourrices, ça va de J3 à J9, une semaine à peu près. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Une nourrice, la nourriture des larves, c'est ce c'est un mélange de miel et de pollen. Vous savez, le pollen, c'est cette petite poussière colorée que l'on trouve dans les fleurs. Et elles y ajoutent un peu de gelée royale. Même les ouvrières ont droit, pendant 1 ou 2 jours, à de la gelée royale. Qui sait que ça s'arrête pas? Alors que la reine, elle, quand elle était dans sa cellule royale, elle était pleine de gelée royale. Il y a la larve et tout le reste, c'est de la gelée royale. Voilà. Donc ça, ce sont les nourrices. Comme je disais, elles nourrissent également les mâles, puis la reine. Ensuite, troisième rôle, ce sont les magasinières. Alors ça, c'est impressionnant. Les magasinières, leur rôle. Quand une butineuse arrive chargée de pollen dans le diabo, je dirais encore après, mais je vous l'attends aussi, une butineuse doit butiner environ 1 millier de fleurs pour se remplir le jabot. Et l'emmagasine cette abeille 75 mg de nectar dans son jabot quand il est plein, c'est à peu près son poids. Donc elle ramène à la ruche à peu près l'équivalent de son poids en nectar. Quand elle arrive sur la plante de vol, il va y avoir un bouche à bouche qui sera fait entre la butineuse et les fameuses magasinières. La magasinière va pomper le nectar qui se trouve dans le jabot de l'abeille, et il va y avoir comme ça un bouche à bouche tout le long de la chaîne, une dizaine de bouches à bouche, pour arriver à la fin à remplir l'alvéole avec le nectar. Et entre-temps, le nectar, il aura subi une transformation, car le nectar renferme plusieurs sucres. Il y en a qui doivent être améliorés, et les abeilles sont capables de faire ça. Elles diffusent des enzymes permettant la transformation des différents sucres du nectar. Voilà. Ça, ce sont les magasinières. Ensuite, après les magasinières, on peut parler des ventileuses. Les ventileuses, elles, disons, n'importe quelle abeille peut ventiler à partir de 7 jours. Très important, la ventilation dans une ruche pour équilibrer la température. Quand il fait très chaud l'été, il faut évidemment que la ruche se refroidisse un peu, et ça se fait par ventilation. Et la ventilation est importante également pour éliminer les 2/3 d'eau du nectar. Ce qui fait que une abeille, quand elle arrive avec ses 75 mg de nectar, en réalité, à la fin, il ne reste plus que 25 mg de miel, à cause de l'évaporation. Voilà. Alors ça, c'était les ventileuses. Oui. Je voudrais juste comprendre comment les abeilles nourrissent, comment elles font pour nourrir. Avec leur langue. C'est un peu comme une langue de papillon, une langue qui est enroulée et qui, comme un mériton en quelque sorte, quoi, hein. Et disons qu'une abeille qui est qu'est-ce que je dis là, oui.
une abeille arrive à pomper le nectar dans le jabot d'une abeille qui vient d'une butineuse. Voilà. Ça se fait directement De d'animal à... Voilà, Elle ne exactement. dépose pas quelque part Du tout, absolument pas. directement. Il y a un suçage direct dans le jabot. Avec le Covid, on Oui. que chaque abeille déposait directement. Pas du tout. C'est la chaîne. Du tout, il y a une chaîne. Cheminement. Et ça, c'est fait exprès. Parce que la butineuse, elle est pressée de repartir sur son champ de fleurs pour emmagasiner le maximum de nectar. À partir de là, il ne faut pas qu'elle perde de temps à parcourir la ruche, à trouver une alvéole capable de recevoir C'est plus rapide, son hein, nectar, la c'est chaîne. plus rapide. Voilà, Mais c'est c'est ça. drôle, elle n'a pas le plaisir, elle, de poser son travail. Ah non, du tout. Alors, est-ce que le plaisir est présent chez les abeilles? C'est la question. C'est pas très folichon l'ambiance. Il n'y a pas trop de convivialité là. En tout cas, elles sont efficaces. Hein. Oui, elles sont efficaces, c'est vrai. Incroyable. Hein. Oui, et oui, j'en parlerai après de ça. Alors, on vient de passer en revue les ventileuses. Alors, il y a les gardiennes. Les gardiennes ont un rôle très important. Pourquoi ça? Parce que une ruche a sa propre odeur qui est totalement différente d'une autre ruche. Et quand une abeille étrangère veut s'introduire dans une ruche pour aller piller, parce que ce sont les reines du pillage aussi, les abeilles comme ça, entre elles sont impitoyables. Hein. Eh bien, les gardiennes sentent bien qu'elles ont affaire à une étrangère, et elles la mettent dehors, à la limite elles la tuent, mais elles n'acceptent pas, disons, l'introduction d'éléments étrangers. Voilà. Sauf les mâles, je vous l'ai dit. Les mâles peuvent passer d'une ruche à l'autre. Oui. Et ils ne sont pas repoussés. Oui. Voilà. Oui, alors cette espèce de parfum, il est sécrété par la reine et il envahit toute la ruche. Et donc chacune des abeilles est porteuse de ce parfum, qu'on appelle phéromone. Vous connaissez certainement, c'est un mot qu'on utilise maintenant assez souvent, le phéromone. Hein, voilà. Alors ensuite, oui, ben, les butineuses, hein, on vient d'en parler, elles peuvent butiner jusqu'à 3 km de leur ruche. Mais leur rayon d'action en général, c'est 1 km autour. C'est là qu'elles sont les plus efficaces, parce que c'est une question de rapidité pour ramener le nectar. Hein, voilà. Et puis ensuite, plus elles vont loin, plus elles dépensent de nectar pour rentrer. Le nectar, c'est un peu leur carburant. Donc, si après avoir rempli leur jabot, elles arrivent à la ruche, on a toute la moitié du nectar, c'est pas rentable, c'est pas efficace. Voilà. Voilà. Alors oui, j'ai oublié de dire que les butineuses, c'est de J22 à J35. Donc elles peuvent butiner une quinzaine en gros. Hein. Et la durée de vie d'une ouvrière, c'est 4 à 5 semaines. Hein. Alors que celles qui naissent, je l'ai dit tout à l'heure, celles qui naissent en automne, elles sont plus nouvelles. 4-5 semaines. Donc quand elles meurent, t'en retournes pas dans tes ruches? Non. Les abeilles sont très nettoyeuses. Elles les mangent peut-être? Non, elles les sortent. Elles les sortent. Et les abeilles ne défèquent jamais dans leur bouche. Et c'est pour ça que, à la sortie de l'hiver, toutes les abeilles qui étaient là, énervées dans leur ruche, au premier rayon de soleil, elles sortent en grande quantité pour aller déféquer au-dessus de la ruche. On n'a pas intérêt à vous trouver là en-dessous à ce moment-là. Voilà. Alors, Oui, mais celles qui meurent, elles sont où? oh, ben, elles sont disons, devant la ruche, et puis, ma foi, il y a des gendarmes, des fourmis qui viennent se repaître des cadavres, hein, c'est sûr. Et elle meurt aussi souvent à l'extérieur. Une butineuse, souvent, n'arrive pas à accomplir son dernier vol, son dernier retour à la ruche, elle meurt, voilà, sur place, d'épuisement. Hein, voilà. Et puis en fait, chaque abeille, elle passe successivement dans toutes ces fonctions-là. Oui. Alors, Sauf, je disais, les ventileuses, qui là, c'est une mission qui est transversale.
c'est-à-dire à partir de J7 jusqu'à J35, les abeilles peuvent ventiler. Et si la ventilation n'est pas suffisante, l'été en particulier, elles sortent en grappe, elles forment ce qu'on appelle des barbes. Vous avez des amas de gros comme une orange à la sortie de la ruche, primaire, trop chaud. Voilà. Mais alors, les abeilles d'hiver, justement, parlons-en. Les abeilles d'hiver, au premier froid, elles se mettent en grappe assez serrée au centre de la ruche. Et la reine est toujours au milieu de la grappe, bien à l'abri, côté jeu. Et les abeilles à la périphérie vont aller pomper le miel qui a été stocké, emmagasiné l'hiver, et elles le ramènent à la grappe. Là aussi, il y a de la tropolaxie, c'est-à-dire de bouche à bouche, pour permettre aux abeilles du centre d'avoir leur nourriture. Et chose vraiment incroyable, les abeilles de périphérie, elles vont rentrer dans la grappe. Et les autres vont sortir. Il y a un renouvellement, un roulement sans arrêt comme ça, voilà, pour satisfaire tout le monde. Et comment se fait la répartition des tâches? Oui, c'est ce que C'est dans leur gène, ça. On ne leur apprend pas. Oui, je n'ai pas d'explication logique à donner à ça, mais je pense que c'est leur instinct qui dit ça. Ouais. Donc, il y en a une qui vient pour ventiler, puis l'autre lui dit va butiner, comment elles font? Une abeille peut butiner, ne butine qu'à J22, Ouais. donc 3 semaines après la naissance. Donc c'est l'abeille, c'est la plus forte, celle qui va sortir, qui va faire des kilomètres et des kilomètres. Et donc, ce n'est pas qu'elles sont embêtées par une autre qui veut prendre sa place. Voilà. Ça paraît logique. On peut parler un peu de. Maintenant, on va faire un petit problème de maths. Oui, il y avait longtemps. Vous étonnez que ça arrive pas. Alors vous écoutez bien, hein, prenez un papier, un stylo et je dicte. Ah oui, là, ça fait deux. Bon, à vrai dire. Quelques chiffres intéressants quand même, je pense. Pour ça, je les ai notés. Essayez de m'en souvenir. Une abeille, lors d'une sortie, pour remplir son jabot, je vous l'ai dit tout à l'heure, combien de fleurs visitées? 1000. Bravo. 1000. Donc, 1000 fleurs pour remplir le jabot, c'est-à-dire 75 mg de nectar. Mais à l'arrivée, les 75 mg de nectar ne vont donner que 25 mg de miel. Donc, pour 400 fleurs, pour 1000 fleurs, vous avez 25 mg de miel. Combien faut-il visiter de fleurs Pour faire un kilo de miel? 1 gramme de miel. Ah. 1 gramme. 4000. 4000. Milligrammes, multiplié par 1000. Ouais. Oui, divisé par 1000. C'est 1025 divisé par 1000. 25 Oui, divisé par 1000. divisé par 25, Non, ça 25 fait, divisé oui, par ça 1000. fait 400 sorties. Bien, Ouais. c'est ce que vous avez dit, je crois. Non, pas dit 4000, mais 4000, non. 400. En réalité, il faut qu'elle C'est la fasse zéro. 400 sorties de 1000 fleurs chacune pour récupérer 1 gramme de miel. Autrement dit, 400 fois 1000, 400 000 fleurs sont visitées pour 1 gramme de miel. Alors, pour 1 kilogramme de miel, combien 1000 fois de plus. fleurs 1000 fois plus. Bien. C'est-à-dire, donc, 4 millions. 4 000 fois 1000. 4 millions de fleurs pour récupérer 1 kilo de miel. Alors, vous voyez, l'important, c'est d'avoir beaucoup de fleurs à côté de votre rucher, hein, sinon ça ne marche pas. Oui, oui. Et alors, si, disons, vous allez récolter 100 kilos de miel, encore multiplié par 100, 4 millions, ça fait 400 millions de fleurs visitées. Mais peut retourner sur les mêmes fleurs. Oui, 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 parce qu'il y a montée du nectar sans arrêt. La montée du nectar se fait est favorisée par deux facteurs. L'humidité, évidemment, hein, parce que c'est de la flotte, le nectar, c'est sucré, et puis la chaleur. Les butineuses ne font pas que ramener du nectar. Elles ramènent aussi de l'eau
Et d'ailleurs, elles commencent leur carrière de butineuse en ramenant de l'eau. Très important. C'est pour ça, moi, mon rucher, il est chez moi, avec du bois, donc j'ai la drôme pas loin, donc j'ai pas de problème d'approvisionnement en eau. Elle ramène aussi ce qu'on appelle la propolis. Vous avez peut-être déjà, vous connaissez ce que c'est. La propolis, en réalité, c'est une résine que l'on trouve sur les bourgeons. Hein, et cette propolis, elles vont, utilisant cette résine, elles vont la mélanger avec du pollen et ça leur permet de fabriquer une espèce de mortier qui est capable d'obturer complètement une ruche. Pour, disons, colmater les brèches, etc. Et même les cadres qui sont dans la ruche, ils sont propolisés. C'est-à-dire que l'apiculteur doit toujours faire un gros effort pour décoller son cadre sans l'abîmer. Voilà. J'ai oublié une fonction importante des abeilles. On m'a échappé, excusez-moi, les cirières. Les cirières, elles font ça de J12 à J18, ça fait une semaine ici. Et la cire est importante pour bâtir le nid, voilà, les alvéoles, toute la cire. Cette cire, comment est-elle fabriquée? Il faut savoir que pour qu'elles construisent 1 kg de cire, il faut qu'elles avalent 8,5 kg de miel. Et ça représente 80 000 heures de boulot. 80 000 heures pour fabriquer 1 kg de cire. Et en mangeant 8,5 kg de miel. Pourquoi elles se gardent de miel comme ça? Pour élever la température de la ruche. Car les glandes cirières ne peuvent fonctionner, c'est en quelque sorte une transpiration. Alors, il y a des petites écailles qui sortent de derrière les pattes. Ces écailles sont prises en charge par des bâtisseuses qui les transportent où il faut pour faire les alvéoles. Bon. Mais écoutez, vous savez tout maintenant sur les abeilles. C'est très intéressant d'abord. Quelle intelligence. Ah oui, oui. C'est affolant. Hein. Ah oui, c'est affolant. Oui, aussi une petite chose intéressante. Les abeilles sont capables de communiquer entre elles. Quand une abeille a découvert un champ de fleurs très intéressant, elle revient à la ruche, et là, la butineuse ne va pas repartir tout de suite. Elle va s'introduire dans la ruche et accomplir une espèce de danse en forme de U, et la danse donne précisément les coordonnées GPS du champ de fleurs. Et c'est un savant allemand, Karl von Frisch, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a découvert ça. Il a eu le prix Nobel pour ça. Et ça s'est passé dans les années 40. Il n'y a pas de GAFA, il n'y a rien dans tout ça. Ah, Il n'y a pas de... c'est c'est magique. Il n'y a pas de quoi? GAFA. De GAFA. Ah, GAFA. Oui. Et je peux vous parler des sémages également. On est parlé tout à l'heure, quand il y a trop de lingue, les abeilles éprouvent le besoin de quitter la ruche pour former de nouvelles colonies. Et il faut savoir qu'il y a des races plus ou moins essaimeuses. Il y en a qui essaiment sans arrêt, sans arrêt. Ça, les apiculteurs doivent se méfier de ces races-là, parce que quand une ruche essaime, elle ne fera pas mieux. Hein, elle ne fera pas récolter. Et quand elles servent comme ça en troupeau, là, hein, vous avez 20 000 abeilles qui quittent la ruche d'un seul, c'est impressionnant. Vous avez un nuage terrible, ça fait un bruit d'avion. Hein. Vous avez déjà peut-être entendu ça. Hein. Voilà. Alors, les abeilles qui sortent vont former une espèce de grappe au plus près de la ruche. Donc, tout le monde va se poser. Et pourquoi ça? Ben, pour que des abeilles exploratrices visitent les lieux pour se trouver un nouvel endroit. Et elles peuvent rester comme ça, en grappe, une journée ou deux, sans bouger. Elles attendent le retour des repéreuses. Et ensuite, c'est incroyable, il y a une concertation entre elles. S'il y a plusieurs projets qui leur sont ramenés, elles vont opter pour le projet le plus intéressant.
Et donc elles iront Pas de gommettes. vraiment. Pas de gommettes ni de petits. Alors dernièrement, il y a 3 semaines environ, un jour j'étais descendue chez moi, en face de l'hôtel, la maison Michelin avec la barrette, en face de chez Pico, en face de chez Alain Céline. Il y avait un médecin qui s'était plaqué contre la maison. Ah oui, Oui, mais c'était très curieux. Hein. ah oui, d'autant plus qu'à cette époque-ci de l'année, c'est ben, même écoute, rarissime. comment Qu'est-ce qu'il a enlevé 15 jours, 3 semaines. Alors, je suis arrivée, à ce moment-là, il y avait déjà un monsieur. Alors, j'ai demandé un petit peu à Alain qui s'en était aperçu, avec le bruit que ça fait, justement. Et il a essayé de contacter alors Aveyron, et puis je sais pas, enfin, les personnes à laquelle il a pensé, personne n'a répondu. Oh. Et alors, bon, moi, quand je suis arrivée, j'ai pensé à ça, mais c'était déjà ça. C'est déjà trop tard. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Gabriel, qui est Ah oui. Oui, Gabriel Smadlin. Voilà. Voilà, Et alors, tu avais apporté une ruche une ruchette vide. vide. Voilà. Alors, moi, j'ai assisté donc à ça, et il était en train justement d'expliquer que les abeilles tournaient, elles cherchaient, il y en a qui rentraient, qui sortaient, qui rentraient, qui sortaient. Et alors, il a vu la reine. La reine. Alors, il a dit, si la reine rentre, Les autres rentrent derrière. Et Les que autres les- rentrent voilà. derrière. alors ça a duré, j'ai passé 1 heure. Ah oui, c'est intéressant. Hein. Alors, je suis restée donc spectatrice et la reine est restée un bon moment, puis elle est ressortie, Ah, elle ça est c'est cool. rentrée, elle est C'est possible. ressortie, et alors ce monsieur, donc Gabriel, a dit, eh bien ça lui plaît pas, Oui. elles vont repartir, Ah oui. maintenant ça c'est terminé. Ah oui, ah oui. La reine a donné l'ordre de, c'est pas son temps. De se trouver un autre emplacement. Quoi. Mais là, devant chez Lucette, il y avait un arbre où il y avait un essaim. On a appelé Pierre. Pierre. Moi j'en ai vu un très gros, prieuré, Ah oui, moi je me souviens. Ah ben c'était Un an, à peu près. c'est Pierre aussi. Oh, Oh, qui l'a peut-être plus récupéré, même. celui-là. Il était comme ça. Ah oui, énorme, énorme. Ah oui. Quelque chose d'énorme. Oui, oui, oui. C'est impressionnant. c'est Et vrai. là, c'était très intéressant. Et en plus, je te dis, ce monsieur a expliqué certaines choses aussi que l'architecte reine, ça ne lui plaisait pas. Et que, bon, voilà, il C'est fallait vrai, chercher un mais autre endroit. j'ai eu le tour aussi chez les La Fontaine. Ah oui, ouais. Jackie m'appelle en me disant, écoute Daniel, il y a un essaim. Mais c'était un essaim tout petit, pas plus gros qu'une orange. Je n'avais jamais vu un petit essaim comme ça. D'ailleurs. Mais on peut expliquer ça par le fait qu'une ruche peut essaimer plusieurs fois. Ah oui. Il y a un gros essaim primaire qui sort, il y a un élevage royal qui se fait, donc de nouvelles reines naissent, et si elles estiment les abeilles qu'il y a encore trop de monde dans la ruche, elles vont refaire un nouvel essaim. Il peut y avoir comme ça 3 essaims successifs. Et évidemment, de moins en moins gros l'essaim, parce qu'il y a plus grand monde. Celui que j'ai vu était comme ça. Il est même tout gros. Celui-là, il était magnifique. Ah oui. Et il n'y a pas longtemps. 3 semaines. Ah ben c'est pas normal parce que la grosse En principe, période. c'est l'été. Mais de toute façon, il n'y a rien de normal. Comment En principe, c'est l'été. Oui, c'est ce que je voulais dire, même le printemps. Oui. Les premiers essaims Nous, peuvent autrefois, sortir au c'était début dans avril. l'été. tu vois. L'été, l'été. Ah oui, 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 je te oui. dis, Là, Donc il est allé là, chez je moi suis sorti. chercher un coup de pouce, là, pour couper la branche. Oui. Ben, il m'a appelé à la fin de son opération. Oui. Et moi, je suis venu avec une Voilà. caisse vide pour faire tomber. Alors, il a eu de la chance parce que les seins étaient très hauts, Oui, hein, oui, oui. plusieurs mètres. La ruche vide était en dessous. Et puis, il a coupé, et boum, toute la grappe est tombée dans la ruche. Elle a tout tombé à côté. Hein. Ah oui, c'est sportif parfois la capture des essaims. Moi, souvent, j'ai eu affaire à des essaims très, très sympas qui étaient à pas plus d'1 mètre de hauteur. Alors là, c'est facile, on met une ruchette vide en dessous, on secoue la branche, tout le monde tombe, on met le couvert et c'est terminé. Hein. Mais c'est pas toujours comme ça. Avec Michel Razon, Oui. on est allé en récupérer un chez Pierre Chaumet et qui là était à 5-6 mètres de hauteur. Là, c'est ça. Je ne sais pas comment vont se porter les abeilles avec l'arbre à miel qu'on a planté dans l'espace des enfants. Là. Qu'est-ce que tu appelles arbre à miel? Ça veut comment? C'est un arbre à miel. Le nom est trop compliqué donc je m'en rappelle. Mais c'est un arbre qui attire les abeilles justement au moment où il fleurit assez tardivement et permet de faire le joint sur fin de saison. D'accord, d'accord. Et on l'appelle arbre à miel. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des essaims qui viennent partout. C'est juste qu'il y a un endroit pour destiner pour les abeilles. Là, on a une seule. Oui.
Et parce que c'est un arbre qui a beaucoup de qualité pour l'espace pour les enfants, parce qu'il est relativement solide, il fait beaucoup d'ombre, et en plus, il a ce truc en plus. C'est pas un sophora par hasard? Non, Parce que le sophora est très mellifère. Je peux t'envoyer les références de cet arbre. On commence à penser à des arbres qui sont. On pensait beaucoup aux arbres qui donnent à manger, enfin des pruniers, des choses comme ça. Mais il y a vraiment une nouvelle tendance, enfin, de dire dans les espaces urbains de mettre des arbres qui apportent un temps floral intéressant pour les abeilles, parce que ça manque à la fin de saison. Oui, puis 4 millions, n'oublions pas, 4 millions de fleurs. Ça fait beaucoup, mais c'est très très fleuri. Alors, cette année, on l'a planté vert, donc il faudra voir ce qu'il donne. Il y a des plantes plus ou moins mellifères, la lavande est assez bien, mais le romarin, la vigne, pas du tout. Il y a des fleurs sur la vigne, mais elles ne sont pas très visibles et pas très belles. Et c'est très positif. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'avec tous les traitements qui sont faits sur les vignes, il vaut mieux que les abeilles n'y passent pas trop de temps. Voilà. Comme ça. Et le butine vient également de pissenlit, c'est curieux. Le pissenlit. Et il existe du miel de pissenlit. Il est beau d'ailleurs le miel du pissenlit. Il est très joli. Il est très jaune. Mais il n'y a pas trop de pissenlit par ici. Non. Il y en a quand même. Il y en a, mais oui, mais ce qui fait la richesse pour les abeilles, c'est la grande densité de fleurs. Si vous avez un pissenlit là, un autre à mettre plus loin, etc., ça ne nous intéresse pas plus que ça. Voilà. Mais la lavande, ça peut être discuté. Oui, bien sûr, beaucoup. Oui, c'est très butiné. Moi, les miennes, j'ai la chance de pouvoir les poser juste au bord du champ de lavande. C'est fou, le nombre d'effets que je peux voir sur la lavande. Et c'est intéressant aussi bien pour l'agriculteur que pour le lavandier, parce que ça donne de plus belles fleurs, donc la récolte est améliorée par la présence d'abeilles. Et d'ailleurs, c'est vrai, c'est un exemple que je peux vous citer, en Californie, les amandiers en particulier, il y a eu tellement de traitements phytosanitaires, de pesticides, etc., qu'il n'y a plus aucune vie animale. Il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus rien. Ce qui fait qu'il y a des sociétés spécialisées qui amènent un 10 tonnes, un poids lourd de 10 tonnes chargé de ruches, et les ruches sont déposées là, au bord de ces amandiers pour les féconder, polliniser les fleurs, de manière à ce qu'ils récoltent. Je peux vous parler, si ça vous dit, des ennemis des abeilles. Bon, j'en ai ramené un d'ennemi, là, c'est l'ennemi actuel, c'est le frelon asiatique. Alors, le frelon asiatique, comment il s'appelle de son nom latin, là, c'est Vespa velutina. Vespa velutina. C'est joli, quoi, l'expression. C'est très, très mauvais. Il n'y a pas de citron. Comment? Il n'y a pas de citron. Et surtout que moi, je suis le référent pour l'asiatique sur le secteur de Saillant. Et mon rôle, disons, ce qu'on appelle le GDS, Groupement de défense sanitaire apicole. Ça dépend du ministère de l'Agriculture, donc chambre d'agriculture de Valence. Et quand on leur fait, on donne la présence d'un nid au secteur de Saillant, ils me le disent, et moi je vais voir sur place pour constater qu'effectivement c'est bien le cas. C'est bien un nid frelon. C'est l'année dernière. C'est ce que oui. Et quand c'est comme ça, j'envoie un rapport, et le GDS mandate une entreprise spécialisée qui vient détruire le nid. En général, ils ont de longues perches télescopiques qui percent le nid et ils y injectent un poison. Voilà. Il n'y en a pas eu beaucoup. C'est pas très simple, pas très naturel, mais efficace. Il n'y en a pas beaucoup. Cette année, il n'y en a pas eu beaucoup. Par contre, c'est vrai que l'information n'est pas très bien relayée, ça. Oui. C'est toi, moi je ne savais pas que c'était toi, le référent.
Oui, exact. Et je me disais, mais qui est le référent ici? Je me suis vraiment posé la question. Il faudrait mettre une affiche en mairie, par exemple, je sais pas, On peut mettre sur le site de la mairie. sur le site de la Ouais, Ouais. je sais rien. En Ouais, tout c'est cas, vrai, c'était c'est un message Et l'an dernier, de environ séparation 500 familiale. 000 ont été détruits dans la Drôme. Donc, quand même. D'accord. Oui. En général, ils sont au perché, mais moi j'en ai vu un à Saint-Nazaire, parce que je suis allé jusqu'à Saint-Nazaire pour constater la présence d'Osni. Il était à ras de terre, lui. Très rare. Très très rare. Et il était C'est un juste, particulier? non, sur un talus, et il y avait un chemin de randonnée qui passait juste en dessous. Ah, d'accord. Donc le nécessaire a été fait très rapidement, voilà, pour arriver à ce genre de- parce que le frelon asiatique, les piqûres des frelons asiatiques sont très très mauvaises. Très très mauvaises. Je me disais, c'est peut-être intéressant au cabinet médical de mettre ce genre d'informations. Oui, Euh, mais et que- plus maintenant, c'est trop tard. Oui, non, mais, Ouais, mais pour l'année l'an prochaine. prochain, pour l'instant, c'est. Parce que je que peux c'est faire, la c'est- forme de ça, je pense que c'est important. Oui, Vu c'est le- vous montrer un peu la Mais bestiole. il est mort. Oui, il est mort celui-là. je l'ai tué il y a une semaine, hein, c'est un cadavre assez frais. Et par rapport au frelon européen, c'est beaucoup plus petit, comme vous voyez. Il est noir, avec le bout d'abdomen jaune. Ouais. Et ses pattes sont noires et jaunes. Un segment noir, un segment jaune, voilà. Et cet idiot, il s'y prend assez mal, parce qu'il fait un vol stationnaire au-dessus de elle, comme je disais, donc on rentre facilement avec un filet à papillon. Ah oui, d'accord. L'an dernier, j'en ai capturé une trentaine. Comme ça. Il est pas Ouais, intelligent. Bah, tant mieux, faut on pas se laisse qu'il capturer facile, franchement. faut pas qu'il y ait trop. On ne fait pas d'efforts, on Ouais. l'attrape facile. D'accord. Oui. Et alors moi, quand je l'attrape, je le ramène vivant, voilà, et je lui mets une goutte de produit anti-fourmi. Voilà, l'insecticide fourmi. Ah oui. Oui, sur le dos. Et je le relâche. Il repart, Ah oui, il regagne son nid, et il Il empoisonne. détruit le nid. Voilà, c'est Ouais. ça. Ah, d'accord. Alors c'est un truc expérimental, ça. Hein. C'est pas encore bien connu. Mais à première vue, ça a l'air d'être efficace, parce que là, je l'ai fait beaucoup de fois l'an dernier, une trentaine de fois. Ouais. Cette année, j'en ai eu très peu de asiatiques. Alors, il y a-t-il relation de causalité, j'en sais rien. Mais voilà, bon, ah oui. Ouais, bah, c'est bon, C'est de faire du boulot. l'arsenic? Non, le produit, la molécule chimique m'échappe, là, mais c'est un produit chimique qui est létal Dans le pour le tube, frelon asiatique. dans le tube à fourmis, il y a pas mal d'arsenic. Hein. Ah oui? Moi, je dis plus comme ça, les fourmis. Le coup d'arsenic. D'accord. C'est comme ah, ouais. Pendant la nuit. Eh ben, physiquement, le voilà. Quand il y a plusieurs colons qui sortent du même endroit. Oui, à vrai dire, l'an dernier, il y avait un gros nid chemin de Saint-Jean. Mais quand j'appelle gros nid, c'est une sphère de à peu près 1 mètre de diamètre. Hein. quand même. Ça peut atteindre ces dimensions-là. Ça ressemble à un espace. Non, c'est un nid en carton. Et c'est pas du tout comme une ruche, quoi. C'est pas du solide. Ils font pas leur nid dans des troncs d'arbres, dans des pierres, etc. Non, ils bâtissent. Là. Et donc, pourquoi je disais ça? Les occupants de ce nid, chemin de Saint-Jean, ils sont venus régulièrement chez moi à la curée. Et ces frelons asiatiques peuvent vous détruire une colonie en une semaine, ils bouffent tout. Hein. Ils arrivent à s'introduire dans la ruche et les abeilles ne sont pas capables, les gardiennes sont dépassées. Quoi, voilà. Et quand vous en avez un ou deux qui volaient autour, ça va, mais quand ils se déplacent en bande serrée, là c'est beaucoup plus compliqué évidemment. C'est clair. Et il est tout de quelle façon? Les abeilles chinoises, plus intelligentes que nous, c'est inconnu, hein, les chinoises sont très intelligentes. Et elles arrivent à contrer le frelon asiatique en se mettant en boule autour de lui et la chaleur les tue. La grosse chaleur tue le frelon asiatique. Absolument. En quelque sorte. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas, sur la beurre, c'est bon.
Allez, on passe. Alors ça, c'est le nouveau fléau, hein, le frelon asiatique. Il y en a un autre, beaucoup plus pernicieux, qui est un acarien. Les insectes ont 6 pattes, les acariens ont 8 pattes. Et les acariens, ben, c'est ce qu'on fait par exemple dans l'industrie, hein, voilà, comme ça. Les poux sont des acariens aussi. Là, c'est le fameux varroa. Alors, son nom latin, il est beaucoup moins sympathique que Vespa velitina. C'est Varroa destructor. Oh, ça dépend. Ça veut dire. Alors, ce varroa en question, Et voilà. il n'est pas plus. Ah ben, le voilà, c'est bien. Ah oui. On voit bien les pattes noires et jaunes. Hein, vous voyez. Non, oui. Ouais. Et oui, un autre fléau, le varroa en question, c'est un acarien pas plus grand qu'une tête d'épingle. Et ça se loge sur la tête et le thorax de l'abeille, et ça lui suce la lymphe, jusqu'à épuisement, jusqu'à mort. Et les larves, les femelles pondeuses pondent dans les alvéoles, et il y a des larves d'abeilles. Et les œufs de varroa vous donnez sans épidémie qui vont bouffer la larve d'abeille, son nourrir. Hein. Voilà. Et moi, je fais partie d'un protocole pour un nouveau médicament, parce qu'il faut traiter, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Un nouveau médicament, et j'avais pour charge d'administrer ce médicament et de compter le nombre de cadavres de varroa. Alors, comment on s'y prend? Le fond de la ruche est grillagé, il y a un plateau glissant, donc le varroa mort tombe sur le plateau, on enlève le plateau et on compte. Le plateau au préalable, il faut l'enduire de saindoux pour que le varroa, qui est parfois étourdi par le produit des portes tombe et s'englue sur le saindoux et n'en bouge plus. Quoi. Il m'est arrivé, sur une rue, de compter plus de 3000 cadavres. Oui, c'est effrayant. Oui. Alors, je disais qu'il faut traiter, sinon c'est l'extraction d'un rucher, on n'a pas trop le choix. Et c'est un traitement qui se fait, rassurez-vous, après la récolte du miel, et qui ne laisse pas de traces. J'espère que c'est le cas. Et donc, ça se présente comme des lanières, comme ça. On les intercale, on en met 2, comme ça, dans les cadres. Dans les cadres. Et le produit chimique, c'est de l'amitrase. Le produit chimique est ventilé, les abeilles s'en chargent et tous les variants qui sont sur elles périssent. Voilà. Mais cette année, il y a eu très très peu de varroa aussi. Il doit y avoir des cycles certainement, un peu comme la virale, comme le frelon asiatique, le chenille processionnaire, c'est pareil, il y a des cycles comme ça. Et quand tu dis toi et les deux autres, Pierre et Michel, c'est pareil. Ils traitent aussi. Oui, ils n'ont pas eu trop de terre. Non, pas trop, non. C'est homogène sur les trois qu'on connaît sur ça. Oui. Non, puis on travaille ensemble, donc voilà, on connaît les pratiques de l'un de l'autre, on fait de la même manière. Autre ennemi, c'est la loque américaine. La loque américaine, c'est un virus qui détruit aussi les larves, le ventre, et chose vraiment très, très stricte, très sévère, on est obligé de déclarer ça auprès du GDS dont vous parlez. Il y a le vétérinaire du GDS qui vient voir sur place, et si il précise qu'il s'agit effectivement d'une attaque de loque américaine, il vous détruit le rucher complètement. Ça m'est arrivé. J'ai eu une attaque comme ça. Et avec un suivi très strict, j'ai reçu des papiers du ministère de l'Agriculture, des cellules sanitaires, etc. Où j'ai chopé ça, je ne sais pas, quoi. Hein, si je dis de nulle part, si je vais tomber dessus, quoi. Voilà. Et tu fais ça depuis quand, les abeilles? Eh bien, moi, j'ai
appris l'apiculture auprès d'un cousin de ma mère qui était garde-chasse en banlieue de forêt. Et j'avais peut-être 10-15 ans, quoi. Et je l'aidais. Donc ça me plaisait beaucoup. Je m'étais dit qu'à la retraite, je venais travailler. Ce qui fait que je fais de l'apiculture depuis une vingtaine d'années. Depuis que tu as ça, il y a encore. Depuis que je fais ça, ah ben oui, il faut être retraité pour faire ça. Hein. Sur le nombre d'heures que je ne passe, je ne vous dis pas. Hein. C'est fou. Ah oui. Mais quand tu t'en vas, il y a quelqu'un qui te relaie. Ben oui, il y a Pierre qui était venu Ouais, voir un peu, là, il venait avec Michel, et inversement, voilà, quoi, il faut travailler en raison. C'est bien que l'équipe s'étoffe. Quand Que l'équipe s'étoffe, que vous soyez trois. ben, on est trois. Oui, mais il faut que l'équipe continue parce que. Prospérer, oui, mais Oui, bon. enfin, parce qu'il y a un savoir très important. Ah oui, oui, oui. Ils ne sont pas en une année. Mais les autres apiculteurs de séance, sauf Gabriel Smajol, que je connais, mais lui, il travaille avec un autre type de ruche que la ruche française. C'est la ruche Langström et c'est allemand. Et ce sont des ruches carrées, pas plus grandes que ça, et spéciales. Voilà. Donc là, bon, et alors un autre ennemi, c'est il y a la loque américaine, il y a aussi la loque européenne, qui est beaucoup moins nuisible. On ne doit pas déclarer obligatoirement. Et comment savoir que vous avez la loque américaine? Ben, il y a un tout petit processus qui consiste, quand vous voyez une cellule dont la larve est morte, vous prenez un bout d'allumette, vous le trempez dedans, vous le retirez, et si vous avez un fil comme un fil de gruyère, c'est la loque américaine. Et les petites comme ça, c'est comme C'est quoi? Un insecte? non, non, c'est un microbe, c'est un virus. Un virus. Un virus. Un virus. Voilà. Et je vous dis, moi j'ai vu, quoique quand je dis qu'on détruit le rucher, pas tout à fait. On doit détruire tous les cadres, avec le couvain, avec le miel, mais pas les abeilles. Alors, comment ça se fait? Quand le vétérinaire est venu, eh bien, ma ruche est là, on met la ruche qui est là, on la met là, et on met une ruche vide ici. Voilà ça. Et on met un drap entre les deux. Ça, c'est 5-6 mètres hein, de distance. On met un drap, et on secoue toutes les abeilles, et les abeilles vont rentrer dans la ruche vide. Pourquoi? Parce que c'est leur emplacement. Donc elles ont mémorisé l'emplacement, donc elles y reviennent. Elles y reviennent, voilà. Même la reine. Voilà. Oui, 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 oui. Et donc, au bout d'un petit moment, cette ruche-là, elle est vide, il n'y a plus de résistants, et vous devez brûler tous les cadres. J'ai fait un incendie incroyable. Hein. Ah, oui, oui. Moi, j'avais 3 ruches à l'époque, donc dans chaque ruche, il y a 10 cadres, j'ai brûlé 30 cadres de vin, de miel, tout cramé. Là. Mesure de protection. Parce que le miel, il était pas conservé. Et tu les as brûlés où Il dans était ton jardin? infecté, le miel? Ah non, mais cette année-là, j'ai pas fait de miel. Hein. Non, non, et puis non, tout est brûlé, hein, parce que la loque américaine les spores peuvent, disons, se déposer sur les rayons de miel, donc il faut tout détruire, on ne peut pas le récolter. Tu as brûlé ça où dans ton jardin? Oui, j'ai commencé au barbecue, mais après j'ai arrêté parce que c'était trop. On va plus faire des grillades. Hein. Oui, par exemple, oui. Ça va faire mal au cœur. Hein. Ça fait mal au cœur, hein. Ouais, je dis pas, hein. Là c'est terrible. Hein. Mais on récupère les abeilles, car, chose incroyable, les abeilles ne sont pas porteuses. Mais elles sont en bonne santé. Elles sont en bonne santé. Et il faut les laisser à la diète un petit peu. Et donc elles vont se soulager, vider leur intestin, et elles sont saines. Voilà. Ah oui, vous avez. Ouais. Alors, autre ennemi, il y en a quelques-uns quand même, il y a la posteille. La posteille, c'est un papillon qui pond ses œufs à proximité de la ruche, et les larves vont pouvoir entrer dans la ruche, parasiter les rayons et manger toute l'assiette.
les larves de Fostei ne s'attaquent pas aux abeilles, mais elles s'attaquent à la cire. Elles bouffent la cire. D'accord. Voilà. Bon, écoutez, Ça fait quand même beaucoup de Beaucoup d'ennemis. régions, et j'ai oublié les pesticides. Hein. Ah oui. Mais si sur Saillant ça va, on n'a pas trop de culture, et puis les vignes, elles n'y vont pas. Hein. Ouais. Les abeilles. Oui, voilà, ok. Je vais vous montrer, amener quelques photos, on va voir ça. Jérémy, Oui. vous pouvez pas éteindre une lampe de Et non, hélas. Et c'est bien le problème, ou alors on éteint toutes les lumières là pendant un petit moment. Éteins les lumières. Ah oui, Est-ce que ça sera mieux, c'est on sûr. va disposer d'un long bâton Pour faire quoi? pour montrer une photo? du travail. Une règle. J'avais un pointeur laser, mais je ne sais pas. Ça serait mieux, effectivement. J'ai qu'une règle Bah, ça, c'est petite. Ouais, bah, Tu n'as pas un truc comme ça, tu sais, mais J'en c'est ce qu'il dit, avais mais un, mais il je l'a l'ai pas. retrouvé. il a disparu. J'ai dû le ranger. Il est bien rangé. Il a trop bien rangé. Et Ça c'est fait un notamment moment que je ne l'ai pas sorti, donc ramener une règle. T'as pas la règle que tu fais sur les enfants, là, pour les faire tenir tranquilles? Ah oui, ça fait pas. Non, Pour les enfants, si tu leur parles de Martinet, ils vont pas savoir ce que c'est. J'ai fait un reportage sur la fabrication de martinet. C'était dans le massif central, une famille qui faisait ça. C'était tout à fait artisanal, ils ont fait des nuits pendant des années et des années. Oh, moi, chez ma mère, il n'y avait pas. Hein. Et malheureusement, pour eux, à un moment donné, on a moins servi, c'est faillite, ils ont arrêté de faire comme ça. J'ai pas pu résister, je suis désolée. Hein. Je suis désolée, j'ai eu un petit peu de perte de connaissance. Ah bon, je m'en suis pas aperçu. Ah bon, ben. Tu as perdu connaissance ou tu étais endormi? Nous, on pensait que tu étais en Moi, tu dormais, La non? connaissance, c'est l'endormissement. J'ai pas pu résister, c'est comme ça, c'est chaud. Je suis désolée. Tu as entendu au moins? Non, tu n'as pas entendu, non? Ben, j'ai entendu 1 heure. Hein. Regardez les photos des abeilles. Oui, un petit peu. Voilà, ça va. Bien. Je dis comment. Il est peut-être fatigué, les pieds sont fatigués. Ah non, ça va, faut appuyer sur les deux. Bon. Mais non, ça s'allume 3 quarts de seconde et puis ça s'éteint. Mais bah, ouais. Bon, mais. Il n'aura pas mieux. Alors, Oui, bon. Alors, attends, je vais te dire, tu peux commencer par les ruches. les ruches. Alors, attends, je vais essayer de partager mon écran. Les ruches. Non, c'est Ah, pas pardon. C'est pas bon. Les celle-là. ruches. Voilà. Hop. Les ruches. Je vais me pousser, je sais pas. Une fois que ça va démarrer là, ça prend un peu de temps. Hop. Voilà. Bon, ça c'était moi. Avec ma petite fille. Et on est prêt à ouvrir une ruche. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais ça, on appelle ça le corps de ruche. Et c'est où se fait l'élevage, que l'on appelle le couvain, et où il y a déjà un peu de miel stocké. Et ça, c'est la hausse. Et la hausse, là, c'est vraiment le garde-manger. Et l'apiculteur, c'est ce qui récolte, le miel de la hausse. Et pour empêcher que la reine n'aille pondre là-haut dans la hausse, on met ce qu'on appelle une grille à reine, qui laisse passer les abeilles, mais pas la reine, qui est grosse. Il n'y a pas de couvain possible dans la hausse. Voilà. Hop, attends, excuse-moi. Et oui, en fait, regardez, là, il y a un symbole en fleurs. Et il faut que chaque abeille mémorise sa ruche. Et pour l'aider à ça, on met une couleur différente à chaque fois. Pour l'autre, ça fait un peu plus. Et les autres, on coupe. C'est intelligent. Hein. Non. Je dis c'est intelligent. Ouais. Ben voilà, les différents symboles. Alors, vous voyez que elles ont toutes une hausse, sauf que
Il y en a 8 au total. Hein. Voilà. Donc ça, c'est quand je fais de la transhumance avec les gros. Alors là, ils se donnent à cœur joie devant les 500 de la vente. Ah, c'est intéressant. Ça, c'est les 2 ruches de Michel. Oui. Ah, voilà. Ça, c'est un cadre de je vais vous montrer ça. Ça, c'est un cadre de corps de ruche, hein, celui du bas, avec sur une dizaine de rayons. Il y a 10 rayons par ruche d'Adam, modèle d'Adam. Ça représente à peu près 2 mètres carrés de cible, hein, de chaque côté. Voilà. Ça c'est un cadre de hausse, 2 fois plus petit. Alors ça, vous avez l'armature métallique, là, c'est pas logique, hein, et la cire, on la met. Ça, c'est de la cire achetée, qui est déjà calibrée. Et les abeilles, on met ça là-dedans, et avec une roulette un peu chaude, on passe ça sur le fil, donc la cire se colle au niveau de l'armature métallique. Et les abeilles, elles vont élever les parois des alvéoles là-dessus. Voilà. Je vous parlais tout à l'heure de cellules royales. Voilà une ébauche de cellules royales ici. Et c'est beaucoup plus long, hein, ça atteint 2-3 cm de longueur. Voilà. Je vais vous parler de la fausse teigne. Bien, ce cadre est un peu attaqué par la fausse teigne. Regardez un peu, c'est cette espèce de voilà. Voilà. Et vous savez que quand il a fallu, au moment de la Révolution française, créer le système métrique, c'est-à-dire supprimer toutes les mesures qui étaient parfois même régionales, hein, au niveau poids et mesure, et le système métrique, il fallait, disons, créer le mètre, le définir. Et un savant, Réaumur, avait pensé utiliser les dimensions des alvéoles d'abeilles pour définir le mètre. On ne sait pas le mieux. Oui, alors, ça, comment expliquer ça? C'est un demi-cadre qui a été posé dans un corps de hausse. Donc ça, c'était vide en dessous. Et comme les abeilles ont horreur du vide, elles ont bâti ça en dessous. On voit que les alvéoles sont régulières. Hein. Ah oui, tout à fait. Ah, on voit mieux. Voilà. Alors ça, c'est beau devant un champ de chanvre. Parce que juste à côté de la lavande, il y avait un énorme champ de chanvre. Et je me suis dit, je vais récolter du miel de chanvre, vertu thérapeutique exceptionnelle. Mais bon, j'ai dû enlever les ruches avant que le champ soit fleuri. Donc ça, c'est la lavande, hein, vous voyez, très belle floraison. Et cette lavande n'est pas traitée. Bon, on va ensuite les autres fiches. Il y avait... on va essayer de faire ça dans l'ordre. Ah bah tu peux mettre les essaims là, tiens. Voilà, les essaims. Monsieur, oui. C'est une question là, sur les ruches. Tout à l'heure, vous dites que chaque abeille reconnaisse sa ruche. Oui. Ça veut dire elles sont liées à la reine qui est là. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Chaque reine émet sa propre phéromone, qui est la carte d'identité de la ruche. Et toutes les abeilles sont imprégnées de cette phéromone particulière, propre à une ruche. Et si une abeille se trompe de ruche, elle est chassée, on l'empêche de rentrer, il y a des gardiennes qui sont préposées à ça. Et l'espèce de construit là, c'est quoi? C'est de la cire, C'est de la cire aussi. C'est de la cire. Et pourquoi elles ont fait ça?
Eh ben, pour combler le trou. Le trou qu'il y Parce avait, que parce qu'ils n'aiment pas le le vide. corps de os, il est, Oui, j'ai compris. il est haut de ça. Et comme un demi-cadre, ça ne remplissait que la moitié du corps de os, en dessous, elle bâtit. Et par exemple, un truc comme ça, en combien de temps pour ça? Elles peuvent faire ça en une journée, quand elles sont nombreuses à bosser. Mais comme je vous disais tout à l'heure, hein, pour 1 kg de cire, il faut également 8,5 kg de miel et 80 000 heures de boulot. Hein. En fait, comme elles sont très nombreuses, voilà. Bon, ça, c'est un dessin, le voilà. C'était chez ma voisine, ça. Et là, c'était, oui, on le voit bien, on le voit mieux, là, voilà. Et chose incroyable, une abeille qui est saine ne peut pas piquer. Vous pouvez brasser ça à pleine main, vous ne serez jamais piqué. Il y a une explication à ça. Oui, absolument. Les abeilles d'un essaim ne piquent pas. Pourquoi ça? Parce que en prévision de jours de disette, hein, quand elles quittent la ruche, il y a du miel à leur disposition, elles se gavent de miel, elles se remplissent de miel, ce qui fait qu'elles ne peuvent plus sortir leur dard. Donc elles ne peuvent pas piquer. Bon, ça, vous la reconnaissez peut-être, c'est vanille. Vanille, c'est ça, tout à Avec fait. les seins au-dessus de la tête. Alors là, c'était sportif, hein, parce que vous avez vu, les seins étaient assez hauts, donc la ruchette a bout de bras d'un côté, secouer la branche de l'autre côté, pour faire tomber ça devant. Un autre essaim, même 2 essaims, là et là. Parfois, un essaim est tellement grand qu'il ne serait pas tombé. Voilà encore un essaim. Un autre. C'est bon. C'est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Alors, cellule royale, gelée royale. Bon, voilà des cellules royales que j'ai enlevées. Hein. Là, ça a été percé, les reines sont nées. Ils ont débouché leurs cellules. C'est grand comme ça, en gros, hein. 3-4 cm. Alors, j'en ai ouvert une pour vous montrer. Ça, c'est la larve, et ça, c'est la gelée royale. Et dans la cellule royale, tout est rempli, à la fois par la larve et par la gelée. Vous récoltez la gelée royale? Ben, quand j'enlève des cellules royales, parce que le rôle de l'apiculteur consiste à éviter les sémages. Donc, quand on ouvre une ruche et que l'on trouve des cellules royales sur des cadres, on les enlève pour éviter les sémages. De toute façon, là, moi, je me les garde, je les ouvre et je récupère la gelée royale. Voilà. La gelée royale, c'est très amer, c'est vraiment pas bon. Et vous êtes obligé de la mélanger au miel, voilà, pour pouvoir la manger, que ce soit bon au goût. Ben voilà encore, là c'est le mélange complet, hein. Le miel, la gelée royale, voilà. Ouais, il va être consommé dans les cuillères. Ok. Très bien. C'est grossi énormément, ça. Ah bah oui. C'est pris de très près avec l'appareil photo. Attends un peu. Daniel, on Oui, t'appelle. oui. Pourquoi vous dites que le froid, c'est du dénicelage? Tout simplement parce que quand un essaim quitte la ruche, c'est la moitié de la population qui sort. Et donc une ruche qui a essaimé ne produira pas de miel. Bon, évidemment, c'est pas le point de vue de l'abeille. Si elle essaime, c'est pour créer une autre colonie, c'est un peu pour la pérennité de l'espèce, hein, c'est évident. Mais la logique des abeilles n'est pas forcément la logique de l'apiculteur. Je comprends. Attends, là, il est qui va. Voilà. Alors voilà une reine. Donc les abeilles, vous voyez, c'est beaucoup plus gros qu'une reine. Et surtout, ça a un abdomen très effilé qui lui permet à la reine d'aller pondre au fond de l'alvéole, de déposer son œuf.
Alors ça, vous avez les 30 types d'individus. Ça, c'est l'abeille normale, c'est cuvière. Ça, c'est la reine, l'anglais, droit, ça. Et ça, c'est le mâle. Le mâle, il est très gros, hein, le mâle. Et quand il vole, il fait un bruit puissant et on reconnaît le vol des mâles. Hein. Ça, c'est incroyable. Il est très poilu à l'extrémité. Voilà. Ça vous montre un peu le couvain. On voit là et là. Là, un peu. Là, ce sont des cellules qui ont été operculées. Et à l'intérieur, une nymphe qui va donner naissance à une abeille. On appelle ça les couvains. Voilà, ça, c'est une reine. Et on a intérêt à marquer sa reine. Parce qu'on la retrouve facilement dans les colonies. Et surtout, il y a 4 couleurs, étalées sur 4 années. Donc, cette année, c'était la couleur bleue. Et prochaine, ça sera la couleur verte, couleur rouge, couleur blanche. Donc, vous pouvez dater votre reine comme ça. Et toutes celles qui sont peintes en bleu cette année, elles sont nées en 2020. Et cette couleur, elle est officielle sur toutes les... toute la France, par exemple. C'est une convention. C'est même international. Ah oui, c'est international. Ah oui. Et c'est important, ça, parce que quand l'apiculteur s'aperçoit que sa reine a 4 ans, ben, il a intérêt à la supprimer et à en mettre une nouvelle. et la peinture pour la main. C'est une peinture. Oui, c'est spécial. C'est vraiment ça. J'imagine Ce c'est spécial. sont des marqueurs très spéciaux. Alors, il faut capturer la reine. J'aurais pu vous ramener le petit appareil qui permet de faire ça. C'est une espèce de tube avec un piston. Et le fond est grillagé. Alors, vous introduisez la reine dans le tube, vous mettez le piston, vous poussez la reine jusqu'au grillage qui est à l'extrémité, et ce moment, vous pouvez facilement la marquer. Et quand on change de reine, quand l'apiculteur change de reine, les autres abeilles vont la reconnaître comme oui, c'est ça. Oui. Et donc elle change de phéromone. À vrai dire, on a intérêt, si on veut changer la reine, à la laisser orpheline 1 ou 2 jours, de manière à ce que l'ancienne phéromone atténue ses effets, et que la nouvelle reine, à vrai dire, la nouvelle reine, on la met en cage, mais suspendue déjà dans la ruche. Donc elle émet déjà sa phéromone. Et on la libère au bout de quelques jours. Voilà, on voit très bien le coup, là, vous voyez. Donc ça, c'est pas ce que c'est. Donc, il faut beaucoup d'intérêt, là, c'est très beau. Alors, voilà les cellules royales dont vous parlez. En général, on les trouve en bordure de cadre. Et elles sont toujours tournées vers le bas, comme ça. Et les abeilles ont dû grignoter la cire qu'il y avait là pour laisser la place aux cellules royales. Voilà. Les prédateurs, oui, vas-y, les prédateurs. Voilà, j'avais été appelé à Vercheny. Et voilà le nid. Bon, ça, c'est un nid de guêpes, des guêpes communes. Elles ne sont pas très prédatrices pour une ruche, les guêpes. Elles se nourrissent surtout des cadavres qu'elles trouvent. Voilà le nid en question. C'est une boule en général comme ça, hein, plus sphère. Et c'est du carton. Bon, ça, c'est un autre photographique. Lui, ici, il a eu sa goutte d'acide, pas d'acide formique, mais de produits antiformiques. C'est quoi ça là? C'est le fameux frelon asiatique. On venait avec ses ailes, il a 2 grandes ailes. Le voilà.
au repos. Encore un nid ici. Ça, c'était la boule. Voilà. La nuit, c'est différent d'un essaim. Ah oui, 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 oui. Le frelon asiatique ne sème pas. Ah, c'est un nid de frelon. C'est un nid de frelon Ah, asiatique. d'accord, d'accord. Ok, Ça ne sème pas. À vrai dire, voilà comment ça se passe. En fin de saison, il y a des reines fondatrices qui vont s'échapper du nid de frelon asiatique. Elles vont se mettre à l'abri de l'hiver. Et au premier jour, elles vont créer de nouvelles colonies. Et il y a un nid de frelon asiatique peut donner naissance à une vingtaine de reines, de nouvelles reines. Donc un nid va donner 20 nids. Vous voyez ça? Alors c'est assez impressionnant. Ça, c'est un nid de frelon européen, donc qui n'est pas plus gros que ça. Voilà. On voit les larves. Ah, ça, c'est celui de Saint-Nazaire dont je vous parlais à Rapter. Il faut découvrir, c'était pas simple, hein, parce que oui, il est vraiment fondu dans la végétation. Hein. C'est tout. Très bien. Bon, ben, il y a plus que la dernière page. Récolte d'hier. Alors, ça, c'est dans un cadre comme ça, qui est complètement operculé, plein de miel. Ça pèse environ 1 kg, il y a 1,5 kg de miel hein, dans un cadre comme ça. Alors, le rôle consiste à enlever les bouchons de cire pour libérer les alvéoles. On récupère les alvéoles, pas les pardon, les opercules. Et les opercules, moi je les fonds et je vais chez Icovit, qui est la grande maison apicole qui est à Bolène, et vous leur donnez 3 kilos d'alvéoles comme ça. Mais c'est fondu, hein, donc ce sont des packs de cire que je leur livre, et ils me donnent de la cire comme ça, à la place. En aucunement, c'est artificiel la cire. Il faut toujours de la vieille cire pour en faire de la nouvelle. Alors ça, voilà, le cadre a été désoperculé, donc c'est prêt à passer à l'extracteur. L'extracteur, c'est une machine centrifuge qui permet l'éjection du miel sur les parties. Ah, c'est du boulot, ça, on ne dit pas. Bon, ben voilà. Oui, ça, c'est l'extracteur. Normalement, c'était de la vidéo, ça. Oui, je peux le lancer. Tu peux le lancer. Ouais. Ça, c'est bien, ça. Dans le métro. Ça chez toi? Oui. Ah, ça. Voilà. Alors, je disais merci à la région. Effectivement, la région Auvergne-Rhône-Alpes a proposé une subvention aux apiculteurs pour s'équiper. Cette subvention était à hauteur de 500 € maxi. Et mais il fallait monter un dossier épouvantable. Il fallait apporter la preuve que vous aviez suivi un stage apicole, c'est mon cas, donc ça a été. Il fallait la carte d'identité recto verso, c'est tout, s'il ne fallait pas un acte de naissance et compagnie, hein, je vous en passe. Donc je pense qu'il y a eu très peu de demandes à cause de ça. Et moi, ça m'a permis d'acheter l'extracteur. L'extracteur valait 520 €, donc vous enlevez 500, j'ai eu l'extracteur pour 20 €. Je suis bien sorti.
coup, c'est un extracteur partagé. Tout le monde n'a pas son propre extracteur. Si. Moi, avant, j'avais un extracteur Ah oui. à main. Ah oui. Bon, je l'ai donné à Michel Rago. Oui, d'accord. Voilà. Ah oui, complètement. Il faut de la force quand même. Hein. Parce que non, mais entre toutes les manipulations et tout ça, tu fais ta muscu, quoi. Oui. Ça se mange quand même, ça, la cire. Non, mais moi j'adore remplir la bouche. Ouais. C'est comme du chewing-gum. Oui, c'est ça, c'est comme du chewing-gum, pareil. Le miel et la cire, vous mâchouillez ça. Ouais, c'est bon. C'est bon, la santé. La propolis, c'est pas ça. Hein. Ah non, du tout. Non, la propolis, c'est ramené à la ruche par les abeilles et le butine ça sur des bourgeons. C'est de la résine. Et la résine, elle est mélangée à du pollen pour former une pâte qui sert de colle, des colles fortes. Hein. Franchement, hein, c'est un peu. Voilà. Ben, félicitations. Bravo, Un bon orateur, bravo. Merci. Bon, j'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles quand même. Ah bah non, Pas du tout. Bon,